Bonjour, nous reprenons donc cette série de définitions en continuant par le problème de l'élan. L'élan, c'est quelque chose de central chez Diel, quelque chose qui est défini de façon théorique et qui a du mal à être comprise. Raison pour laquelle je vais insister sur cette notion et essayer d'en donner une définition plus pratique, plus concrète, de façon à ce que vous compreniez ce dont il s'agit. Comme c'est une sorte d'invariant, c'est-à-dire une caractéristique de chaque être humain, il est très difficile de... C'est un petit peu... On fera l'analogie avec la masse au point de vue physique. Un objet a une masse et les gens confondent très souvent la masse avec le poids. La masse, c'est une caractéristique donc intrinsèque d'un objet, mais sur lequel s'exerce la force de gravité, ce qui donne un poids. On va voir que en psychologie, c'est la même chose. Dans Diel, et je repars d'une définition qui est dans Diel, dans la psychologie de la motivation, aussi au début, dans une trentaine de pages au début, la psychologie arrive à serrer de plus près cette force mystérieuse en l'appelant élan vital, désir essentiel. Donc vous voyez, on commence par parler de cette force mystérieuse. Et compris ainsi, l'élan vital n'est point une réalité obscure, c'est comme la force en physique. La force en physique, c'est en fait la transposition de ce que l'on ressent dans le monde intérieur et par l'animalisation des objets, on rend vivants les objets et on leur accorde ce que nous ressentons. Et on ressent une force de faire ceci, une force de parler, une force d'agir. Et c'est cette force qui sert d'hypothèse de départ en physique pour pouvoir établir justement les lois de la physique. Eh bien, dans le monde intérieur, on va parler de la même chose. Le problème, c'est de savoir d'où vient ce désir essentiel, animateur de la vie, et donc d'où viennent ce monde extérieur et ce monde intérieur que le désir essentiel, la force vitale, veut réunir. Vous l'avez déjà entendu, je vous ai exprimé à quel point, lors de la création du moi, c'est-à-dire à l'âge entre la plus grande enfance, entre 2 et 3 ans, le sentiment d'exister, c'est la constitution du moi chez l'enfant. Et cette constitution du moi va créer, quand on existe, on se sépare du monde extérieur. On crée cette dualité entre monde intérieur et monde extérieur. Et après, on a tout le problème de vouloir réunir ce monde extérieur avec notre monde intérieur. Et donc, c'est dans la dynamique qu'on va pouvoir l'exprimer. Mais ça serait trop dangereux de poser cette question si on veut y répondre, parce que la seule réponse qu'on peut apporter, c'est ainsi. C'est ainsi, c'est-à-dire c'est un mystère. Je ne peux pas l'expliquer. Je peux expliquer comment ça va, les conséquences de cet élan vital, mais je ne peux pas expliquer le fait que cet élan vital existe. Voilà. Donc c'est ça que je veux vous faire comprendre. Alors nous allons voir un petit peu mieux comment ça se définit. Ce que je vous ai dit, la formation du moi crée cette dualité entre monde intérieur et monde extérieur, et on va essayer de voilà. On va essayer de définir cet élan
vitale que je vais appeler epsilon et qui cherche à les réunir. Cette force vitale nécessaire, force grand F, V vitale, et non pas la force de la vanité avec un petit V en exposant et non pas en appendice, s'exprime par l'élan qui est une composante de chaque être humain et de l'attraction harmonisante qui est universelle. Universelle au sens non seulement de l'homme, c'est-à-dire tous les hommes ont et sentent cette nécessité d'harmonisation, mais également propre à toutes les espèces. Ça, c'est fondamental. Une loi ne peut pas être spécifique à une espèce. Si je parle de l'être vivant, de l'organisme vivant, eh bien, je parle de la vie, et dans ce cas-là, la vie n'est pas réservée à l'homme, elle doit être applicable à toutes les espèces. Donc FV, la force vitale, est égale à cette caractéristique personnelle fois cette caractéristique universelle. Et c'est la je dirais, la réunion, la convergence entre cet aspect personnel et cet aspect universel qui va créer en fait la particularité de chacun. Donc cet élan, c'est FV, c'est égal à epsilon fois l'harmonie. On va voir les conséquences de cette formule qui peut paraître un petit peu arbitraire. Vous l'avez la même chose, c'est identique à ce que vous trouverez en physique, puisque la force est égale à M, cette caractéristique de la masse fois gamma, l'attraction universelle. Et bien là, sur le plan psychologique, c'est exactement la même chose. C'est epsilon H, H étant la constante d'attraction harmonisante, la nécessité de réunir monde intérieur et monde extérieur. Alors, si je continue un petit peu, eh bien, on va trouver que on va trouver, hop là, voilà, que l'élan, si je veux maintenant donner une définition pratique, utilisable, c'est notre capacité à limiter nos désirs. Les désirs, c'est un ensemble. Nous n'avons pas un désir, nous avons plusieurs désirs, matériels, sexuels et spirituels. Donc dans les trois axes, ce que vous avez en bleu en dessous, matériel, sexuel et spirituel, exactement comme dans le monde extérieur, vous avez X, Y, Z qui définit l'espace dans lequel nous sommes. Pour cela, il faut une force intérieure que l'élan de chacun de nous va caractériser. Vous avez des gens qui sont capables de se limiter et d'autres qui ne sont pas très capables de se limiter et même qui vont casser toutes les limites, à la limite. Donc le banaliser complet qui n'a pas de boucle de retour, de capacité à se réguler de cette introspection objectivante, eh bien, il va exploser, si je puis dire, tous ses désirs. Et il ne retiendra il n'aura aucune force intérieure, il se laissera aller à toujours plus, ce qui est une caractéristique de la banalisation. Vous en avez un exemple avec le président américain actuel, mais pas seulement lui, beaucoup d'autres aussi ont ce genre de mégalomanie plus ou moins avancée, c'est-à-dire certains ont encore une petite boucle de retour, mais en fait très peu résistent à ça et vous verrez, vous voyez malheureusement à quel point ces gens-là s'enrichissent. Ils n'ont pas suffisamment, même avec tout le pouvoir qu'ils ont, ils n'en ont jamais assez et ils veulent d'autant plus. Donc cette force intérieure que l'élan caractérise, epsilon, et la vie appelle à une harmonisation, car
l'harmonisation crée une joie, et on a besoin de cette joie, on a besoin d'amour, on a besoin de joie, on a besoin de positif dans notre vie, on a besoin d'être heureux. Hein. Et Dieu sait ce que les gens ne sont pas heureux. Ils aimeraient, ils aspireraient, ils souhaiteraient, mais ils ne se sont pas posé la question, c'est quoi le fait d'être heureux? Et ils pensent que c'est ne pas avoir de limites. Alors que, justement, quand on n'a pas de limites, eh bien, s'exprime en nous une culpabilité essentielle. Et cette culpabilité essentielle, qu'est-ce qu'elle est? Elle est tu ne fais pas ce que tu devrais faire dans la vie. Et tu vas être responsable de ça, tu vas en être, donc tu vas devoir rendre des comptes devant la nature, devant toi-même, devant ton corps, devant ta vie. Et cette culpabilité essentielle, eh bien, c'est ce qui s'exerce en opposition. Si on n'a pas cette harmonisation intérieure, eh bien, c'est ce qui nous rappelle à l'ordre. C'est la dernière boucle de retour, le dernier feedback naturel que la nature, dans toute création, a implicitement installé. Chez l'animal, c'est l'instinct. Chez l'homme, c'est cette culpabilité essentielle. Et cette culpabilité essentielle, d'une part, s'oppose à la banalisation, s'oppose aussi à la tâche exaltée. C'est les deux formes, si vous voulez, dans lesquelles la banalisation essaye de tuer cette culpabilité essentielle. La tâche exaltée essaye de déformer la direction de cette tâche, de l'élan, de ce désir essentiel. Bon. Alors, il faut le voir comme étant, cette culpabilité essentielle s'oppose à cette tâche exaltée en exerçant une pression P opposée à la surface définie par celle de nos désirs. Vous avez vu que nos désirs s'expriment dans les trois axes, X, Y, Z, que vous avez juste en bas, là. Et si vous prenez trois vecteurs, eh bien, dans le vecteur sexuel, matériel et spirituel, qui ne vont pas coïncider avec les trois axes, forcément. Ils vont être chacun en fonction de nos pulsions, de nos désirs. Eh bien, ils vont définir une surface. Et cette surface sera plus ou moins grande en fonction de l'écart de ces différentes directions de nos désirs. Alors nos désirs, c'est pas trois, c'est une multitude qui forme non pas un triangle, mais une sorte de surface sur laquelle s'exerce la culpabilité essentielle, ou à l'inverse, de l'autre côté, s'exerce notre force, élan vital, force vitale. Donc, si on arrive à concentrer nos désirs autour du désir essentiel, malheureusement, autour de la tâche exaltée, si ce désir essentiel n'est pas respecté, s'il n'est pas pris en compte, ça sera la tâche exaltée qui va déformer, si vous voulez, cet axe. Et on le voit bien, dans une tâche exaltée, vous avez des gens qui réussissent à faire des choses incroyables, mais aucune de ces choses n'arrivera à les satisfaire. J'ai rencontré pas mal de gens dans ma vie, et certains avaient la tâche exaltée, par exemple, de passer des diplômes. Et j'en ai rencontré certains, voire des académiciens, qui avaient tout obtenu et qui étaient malheureux. Ils avaient tous les honneurs, ils avaient tous les diplômes, ils avaient tout ce qu'il fallait, et pourtant, ils n'étaient pas heureux. Un académicien à l'Académie de France, c'est un immortel, entre guillemets. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un déjà
dans le terme et dans l'habit vert, il y a toute une signification absolument propre à la vanité, ni plus ni moins. Hein. C'est au-delà de la Légion d'honneur. C'est quelque chose qui est comme une consécration, si vous voulez, de la vanité. Bon. Certains y résistent, D'Ormesson a résisté, d'autres aussi, heureusement, hein, parce que les gens qui ont pas mal de culture, en général, arrivent à lutter contre cette vanité extérieure, du moins intérieurement, je ne sais pas, mais extérieurement en grande partie. Et donc, ils arrivent à gérer, si je puis dire, cette vanité. Donc, vous voyez, ces trois axes qui définissent un petit peu notre caractéristique personnelle, on va pouvoir les concentrer, etc. Mais si vous voyez que en réduisant cette surface, on concentre mieux sur le désir essentiel et on va se procurer vraiment une satisfaction, une joie, ça va être fantastique. Voilà. Est-ce que, et j'espère que cette capacité à limiter les désirs parle en vous, au lieu de vouloir 5 montres, 10 pantalons, 5 voitures, si vous divisiez ça par 2 déjà, vous allez ressentir une concentration sur moins de choses et donc une satisfaction plus grande. Et si vous arrivez à limiter au-delà, eh bien, vous sentirez cette véritable joie commencer à vous envahir. Et vous serez en accord avec le monde intérieur et le monde extérieur, vous serez en accord et vous aurez cet amour qui va pouvoir se développer non seulement avec votre conjoint, mais avec tout autre être humain. C'est ça la véritable définition de l'amour. C'est pas uniquement, vous voyez, on dépasse de loin l'aspect sexuel. On est dans les 3 dimensions, matérielle, sexuelle et spirituelle. On a les 3, et les 3 ensemble font que on a un amour de la vie, un amour des autres. On n'a plus de rancœur envers qui que ce soit. C'est un gros travail que d'arriver à ne plus avoir de rancœur, qu'il n'y ait plus aucune aspérité à l'intérieur de vous-même contre X, Y ou Z. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de votre confiance encore, de votre suivi, et je suis ravi de pouvoir reprendre un petit peu après quelques difficultés de santé ces vidéos que je vais m'attacher à poursuivre. Voilà. Eh bien écoutez, tout le meilleur. Je vous remercie encore pour votre attention, gentillesse, dévouement. Et si vous avez l'occasion, vous pouvez indiquer à 1 ou 2 personnes ce genre de lecture ou de vidéo. Ça serait nous aider tous. Merci.